Bien, bon, tout d'abord, merci à toutes et à tous de votre présence pour ce nouveau déjeuner jeunes chercheurs du LABEX Futur Urbain. Donc, je vais rapidement repréciser en fait un petit peu l'intention, mais ça va être très rapide et je vais tout de suite donner la parole ensuite à Nathalie Roseau qui introduira l'intervenant d'aujourd'hui, donc Alessandro Panzeri. Et je remercie Nathalie et Alessandro de leur présence. Donc, ces déjeuners jeunes chercheurs et jeunes chercheuses du LABEX, on les a lancés en janvier 2021, hein. L'idée étant de donner une fois par mois la possibilité à un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, donc un doctorant, un post-doctorant ou un jeune maître de conférence, comme c'est le cas aujourd'hui avec Alessandro Panzeri, de présenter tout ou partie en fait de sa recherche. L'idée étant à la fois de diffuser sur un format particulier, hein, d'une heure d'échange, ces travaux de recherche. Et puis l'idée aussi, c'était de donner envie à des étudiants peut-être un peu moins avancés qui s'interrogent sur la possibilité d'un doctorat et dont les étudiants du graduate programme qui sont aujourd'hui parmi nous, de voir un peu ça, à quoi pouvait représenter la recherche. Je suis très très heureux aujourd'hui parce que c'est la première fois, c'est le premier déjeuner où on a en fait un jeune chercheur issu des rangs de l'histoire de l'architecture. On n'avait pas encore réussi en fait à proposer ça. Et donc, je donne tout de suite la parole peut-être à Nathalie pour présenter l'intervenant d'aujourd'hui. Et je remercie le groupe Inventer le Grand Paris d'avoir accepté de présenter ce déjeuner. Merci Loïc et merci beaucoup à toi et au LABEX de convier Alessandro et au titre effectivement de ses travaux, notamment menés dans le cadre du groupe Inventer le Grand Paris. Alors je vais introduire Alessandro de manière courte, mais j'espère exacte en tout cas. Donc Alessandro est italien. Il est actuellement donc maître de conférence en histoire et culture architecturale à l'École d'architecture de Lyon. Il est architecte diplômé de l'École d'architecture de Paris-Belleville et donc a soutenu son doctorat en 2018. C'est un doctorat Villard-Doncourt européen, donc en co-tutelle avec l'Université Paris-Est, l'École d'architecture de Belleville et l'Institut d'urbanisme et d'architecture de Venise. Ce doctorat qui était mené au sein de l'IPROS, portait sur la question de la monumentalité à travers un examen approfondi des propositions qui avaient été faites lors de la consultation internationale du Grand Paris de 2007-2008, donc à l'occasion de laquelle 10 équipes d'architecture, d'urbanisme avec des chercheurs associés étrangères et françaises avaient planché sur le futur de la métropole post-Kyoto. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là que Alessandro a été retenu sur un post-doctorat donc dans le cadre du groupe Inventer le Grand Paris, qui s'est engagé en 2018 et qui s'est poursuivi jusqu'à 2020, date à laquelle il a été élu donc maître de conférence à l'École d'architecture de Lyon. Et dans le cadre de son post-doctorat, donc il a à la fois contribué à l'animation du groupe, l'organisation du séminaire, le développement du site donc, scientifique Inventer le Grand Paris dans la suite de ce qu'avait engagé Cédric Ferriel, qui avait conçu donc, le site. Et puis l'Atlas des plans d'aménagement donc, auquel il a contribué, donc, dont la mise en ligne est prochaine. Et donc dont on pourra présenter aussi les développements une prochaine fois. Puis dans le cadre de ses travaux donc, au sein du groupe Inventer le Grand Paris, Alessandro a co-organisé 2 journées d'études, une journée d'études sur le Grand Paris contemporain, qui revenait sur l'actualité des thèses en fait, qui portaient sur la consultation internationale du Grand Paris, mais aussi qui interrogeait le passage de la consultation au projet, à l'opération, avec une série de contributions, cette journée ayant été donc, publiée sur le site du projet de recherche. Et puis, et là on en vient plus précisément au propos d'aujourd'hui, une journée Paris-Moscou qu'il a co-organisée avec Elisabeth Essayant, maître de conférence à Belleville, dont je signale la publication toute récente de son ouvrage intitulé Le prolétariat ne se promène pas nu, Moscou en projet, qui revient sur le plan de Moscou de 1935. Donc c'est la publication de sa thèse aux éditions Parenthèse. Donc une journée Paris-Moscou, là aussi, qui interrogeait en fait l'exportation, l'importation de la consultation internationale du Grand Paris sur le Grand Moscou,
et aussi qui évidemment faisait intervenir un certain nombre de chercheurs, mais aussi d'acteurs sur l'aménagement contemporain du Grand Moscou. Et donc, c'est un travail qu'il a mené aussi au sein du groupe Inventer le Grand Paris, avec notamment une mission d'archives et d'entretien qui était financée par le LABEX dans ce cadre. Voilà, donc j'étais trop longue, mais je te passe la parole, Alessandro, si c'est la coutume et l'usage, et ayant le plaisir de t'écouter. Merci, cher Loïc, de m'avoir invité pour ce 8e déjeuner jeunes chercheurs du LABEX. Et merci, chère Nathalie, pour la très généreuse présentation. Je vais partager mon écran d'abord pour commencer. C'est bon, tout le monde voit un plan d'écran. Donc, l'intervention que je vous présente aujourd'hui est un extrait du travail de recherche que j'ai mené durant mes 2 années de postdoctorat au sein du groupe transversal Inventer le Grand Paris. Après m'être intéressé pendant le parcours doctoral à la consultation internationale du Grand Paris, la CIGP de 2008-2009, il est apparu très profitable pour la poursuite de mes recherches de m'intéresser au cas d'étude de la consultation internationale du Grand Moscou, donc la CIGM, de 2012, qui a été également un événement médiatique incontournable dans le domaine de l'urbanisme. Ce souhait a rencontré les perspectives d'études sur l'histoire croisée des métropoles du groupe IGP, qui m'a sollicité à poursuivre dans cette direction et m'a permis d'effectuer un séjour de recherche à Moscou. J'ai déjà présenté une première esquisse de cette étude au séminaire de recherche de Moscou, au séminaire du groupe IGP, dont Nathalie vient de parler, qui a consacré la première séance de cette année, au mois de juin 2021, à l'atelier Paris-Moscou, donc une journée qui s'est concentrée sur l'étude de la Moscou post-soviétique, dirigée par Elisabeth Essayan et moi-même, et dont vous avez le programme déjà publié sur le site internet, et la mise en ligne, elle sera effectuée avant la fin de l'année. Mais rentrons maintenant dans le sujet. Si j'avais déjà connaissance des études produites par les équipes de la consultation, car j'avais suivi le processus à travers les publications des revues sur les journaux français et par la diffusion faite par la IGP, donc l'Atelier international du Grand Paris, l'étude plus approfondie de la métropole moscovite contemporaine a été accompagnée par une prise de conscience. Si je trouvais beaucoup de matériaux sur les transformations urbaines et les études à l'intérieur du périmètre de la Moscou d'avant 2012, les données sur les transformations du nouveau territoire annexé, donc la nouvelle Moscou, demeuraient incertaines, voire lacunaires. De plus, une fois sur place, les moyens de transport public ne me permettaient pas de rentrer en profondeur dans ce territoire, car il s'arrêtait et s'arrête toujours à environ 5 km de l'ancienne limite administrative de Moscou. Mais quelle est donc la nature de ce territoire de la nouvelle Moscou? Pourquoi devient-il en 2011 un terrain très attractif aux yeux du gouvernement fédéral? De quelle manière le pouvoir en place souhaiterait l'aménager? Dans l'esprit de l'alors président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012, ce territoire est destiné à devenir une ville nouvelle de 142 000 hectares supplémentaires environ, qui permettrait à la mairie de Moscou, en manque d'espace pour se développer, d'étendre sa politique urbaine et améliorer de manière générale la qualité de ses espaces extérieurs en dédensifiant le centre-ville congestionné par l'attractivité immobilière et par les problèmes de la circulation des véhicules. Et quels éléments donc composeraient ce projet? Le gouvernement souhaitait-il créer une nouvelle centralité ou plutôt envisager un modèle polycentrique sur les différents rayons, les rayons sont les districts? Pourquoi la stratégie d'implantation d'une ville nouvelle, ou plutôt d'une nouvelle capitale fédérale, on dirait pour être plus correct, est évoqué alors que ce système semble anachronique avec les politiques d'aménagement urbain du début du XXIe siècle. Dans la culture de l'urbanisme européen contemporain, ce modèle semble définitivement dépassé,
Toutefois, dans d'autres contextes culturels, comme le continent asiatique et africain, nous pouvons remarquer le succès de nos jours de ce modèle qui semble favoriser la créativité économique et attirer les investissements à la fois à l'échelle locale et internationale. De quelle manière la ville nouvelle est réinterprétée pour aboutir à la nouvelle Moscou? Pourquoi envisage-t-on d'organiser une consultation internationale pour esquisser le futur de ce territoire? Comment participe-t-il à une réflexion d'ensemble sur l'avenir métropolitain de l'agglomération moscovite? Quelles politiques urbaines sont apportées et quelles autres sont poursuivies? À quel point les échanges entre les acteurs russes et français, avant, pendant et après donc la CIGN, ont un impact sur les décisions prises? Les visions proposées par les équipes de la consultation ont-elles eu une incidence sur les aménagements présents et à quel niveau? Quelles sont les transformations contemporaines de ces territoires et les perspectives d'aménagement futur? Dans mes recherches préliminaires, je me suis aperçu que les documents de concours à disposition en langue anglaise n'étaient pas suffisants à traiter le sujet en profondeur, mais aussi que la contrainte de ne pas parler couramment la langue russe pouvait m'empêcher de rentrer dans une partie des contenus si je n'étais pas accompagné dans le parcours. Par conséquent, j'ai décidé d'effectuer cette étude à travers un panel d'entretien avec les acteurs clés du processus de la consultation de 2012, donc français et russes anglophones, qui m'ont guidé dans la compréhension à la fois du terrain d'études moscovite, plus en général, de l'événement médiatique et de ses retentissements sur l'aménagement de la métropole contemporaine. Ce corpus se compose donc de 8 entretiens, 5 menés à Moscou pendant mon séjour de recherche et 3 menés à Paris, avec des personnalités incontournables qui ont participé à l'organisation et au déroulement de la consultation. Parmi eux, nous trouvons des figures institutionnelles, comme Oleg Baïevski de l'école d'urbanisme de Moscou, auteur du plan d'aménagement régional de 2017. Alexander Kalantai, l'un des directeurs adjoints de l'Institut du Genplan de Moscou, en charge de l'organisation de la consultation et des rapports avec les équipes participantes, mais également des membres des équipes comme Alexandre Skokan et Andrei Gniezdilov du bureau Astojenka, comme Inia Zalivukhin, qui a participé avec l'équipe Tchernikov, comme Alexandra Butnova, qui a été l'intermédiaire entre le bureau Astojenka et les ateliers Lyon durant la consultation, mais aussi une figure du monde professionnel, comme l'architecte Sergei Skuratov, acteur de la transformation de la Moscou de nos jours. Ensuite, les apports des intermédiaires français, et notamment de Bertrand Lemoine, alors directeur de l'Atelier international du Grand Paris, et de Pierre Mansart, le président de l'IGP jusqu'à sa dissolution en 2016, ont été capitaux afin de comprendre l'arrière-plan institutionnel qui a régi cette consultation internationale. À travers les récits de ces personnalités, nous allons découvrir une chronologie des événements, le montage sophistiqué de la consultation, l'articulation entre les principaux acteurs russes, l'arrière-plan politique des politiques d'aménagement et la naissance, ou plutôt la renaissance, de l'idée d'une nouvelle Moscou, la Novaya Moskva, et de ses possibles aboutissements. Donc, annoncé par le président de la République russe, Dmitri Medvedev, en 2011, comme une consultation sur l'avenir métropolitain qui s'inspirait de façon assumée par la CIGP, la consultation de 2012 s'est révélée d'un montage sophistiqué du point de vue international et de l'organisation qui a évolué au fil du temps entre 2010, donc qui est la première prise de contact avec des acteurs français, et 2012, le lancement effectif de la consultation. Justement, le premier contact entre les acteurs russes et français se fait à travers l'ambassade de France à Moscou, qui est à l'époque très proactive pour la mise en valeur des entreprises ou des agences françaises et leur rayonnement sur le territoire de la Fédération de Russie.
Bertrand Lemoine a été l'intermédiaire privilégié de ces échanges et en tant que directeur général de la IGP, en 2010, il participe à la deuxième biennale d'architecture de Moscou dans une table ronde avec 3 équipes de la IGP, donc de l'atelier international du Grand Paris. La CIGP semble donc déjà intéresser le contexte moscovite et sa médiatisation à l'international a déjà récolté ses fruits. Rappelons également que la IGP venait d'être créée depuis février 2010. Donc, juste quelques mois parce que la biennale d'architecture cette table ronde était environ au mois de mai-juin. Bertrand Lemoine continue avec la poursuite des échanges en 2011, jusqu'au lancement définitif de la consultation du Grand Moscou. J'ai rencontré des gens de la ville de Moscou et notamment l'architecte en chef de la ville, Alexandre Kouzmine, qui a depuis quitté ses fonctions en septembre 2012, en laissant la place à Sergueï Kuznetsov. J'ai fait un exposé pour eux, ainsi que pour d'autres organismes, puis il y a eu une demande de l'Union des architectes de Moscou, qui était intéressée par la démarche de la CIGP de mettre en avant les travaux des équipes et qui souhaitait être à l'initiative d'une consultation du même type en Russie. J'ai rencontré la direction de l'Union des architectes, qui était dirigée à l'époque donc par Andrei Bokov. La ville de Moscou a assez vite repris la main là-dessus au détriment de l'Union des architectes qui s'est retrouvée marginalisée, même si elle est restée associée au projet. Entre juillet 2011 et l'automne 2011, je suis retourné à Moscou à plusieurs reprises pour voir les modalités d'organisation d'une telle consultation à l'échelle de Moscou. Ce récit aide à nous rendre compte des enjeux du montage d'un tel événement pour les acteurs russes et la volonté du gouvernement de la ville de Moscou, en la personne de son architecte en chef, donc Alexandre Kouzmine, et de son bureau, de maintenir le contrôle sur l'ensemble du processus, depuis le montage, le temps de la consultation, la concrétisation des études dans les projets applicables pour l'avenir de la métropole. Mais pourquoi finalement ce n'est pas le bureau de l'architecte en chef de Moscou, donc le Moscom Architectura, à avoir organisé directement la consultation? Comme nous l'explique Alexandre Kollontai, donc qui, comme je le rappelle, est directeur adjoint à la section générale des projets de l'Institut du Gainplan de Moscou, l'Institut était le plus à même de reprendre l'idée de la consultation du Grand Paris, car elle avait été suivie, étudiée, des rapports internes ont été écrits, qui mettaient en exergue l'intérêt de cette nouvelle formule dans le domaine de l'urbanisme. Par conséquent, c'était l'institution, parmi celles concernées, qui avait à la fois le plus grand nombre d'informations et d'études sur le territoire moscovite, qui pouvait faire le lien entre la ville, l'oblast et le gouvernement fédéral, et qui avait ensuite les capacités et les structures pour recueillir tous les résultats du processus, d'élaborer ensuite une vision de synthèse et enfin la faire aboutir dans un nouveau schéma directeur. Donc le souci d'efficacité est très important aux yeux de l'Institut du Gainplan. Bertrand Lemoine souligne que si les organisateurs voulaient aller très vite, ils voulaient tout de même organiser une consultation sur le modèle de la CIGP de 2008-2009, 10 équipes pluridisciplinaires donc, composées d'agences russes et étrangères et d'institutions au milieu de la recherche, dans le milieu de la recherche scientifique. Si nous faisons un parallèle avec l'organisation de la CIGP, le montage de la CIGM est d'emblée beaucoup plus dirigé vers le territoire sud-ouest de l'agglomération moscovite. L'objectif était celui d'y créer une ville nouvelle, ou plutôt une extension, dans une continuité assez éloignée du centre de Moscou, et avec l'idée ambitieuse de déplacer là-bas les institutions d'État et une partie des communautés territoriales.
Bertrand Lemoigne témoigne dans son entretien d'un projet préexistant à ses prises de contact de 2010, qui était déjà dans les tuyaux de la ville de Moscou et qui faisait objet d'une négociation entre la mairie, la région et l'État. Mais pour l'heure, nous n'avons pas trouvé des traces écrites qui précèdent les annonces faites au printemps-été 2011 par le président Medvedev et ses collaborateurs. Cependant, Alexandre Kollontai nous fait comprendre que le souhait de l'extension de Moscou dans le territoire sud-ouest n'arrive pas de bout en blanc en 2011. Et c'est bien le fruit des politiques d'aménagement de la capitale russe des dernières années. En fait, l'idée de l'extension de Moscou était nécessaire car la ville avait désormais atteint les 12 millions d'habitants et elle n'avait plus de terrain libre à l'intérieur. De plus, elle avait la pression d'une population de 1,2 million de personnes de l'oblast qui doivent se rendre à Moscou tous les jours avec le problème de la circulation et du manque de confort et de vie. Nous avons également deux communautés territoriales, donc la région de Moscou et la ville de Moscou, un seul territoire avec deux institutions fédérales séparées. Avec le même statut, il n'est pas facile de faire des grands projets avec cette complexité de gouvernance. Le gouvernement fédéral a alors demandé de constituer une zone d'expérimentation. Pourquoi ne pas joindre une partie de l'oblast à Moscou? Comment gérer cette ville-région car il y aura beaucoup de petites villes, d'espaces verts, de forêts, de lacs, de rivières. Si cela peut réussir, pourquoi ne pas faire la même chose pour une autre partie afin d'établir un certain équilibre? La description bucolique de ce territoire qui nous est offerte par Alexandre Kollontai nous semble rentrer en conflit avec l'idée de la cité fédérale polycentrique multifonction qui est envisagée et qui sera présentée durant la consultation, qui sera esquissée notamment par un certain nombre des équipes, avec des détails même architecturaux, pas simplement comme idée générale, mais vraiment pour la rendre la plus concrète possible. Il est vrai que la nature de ces territoires, à part quelques villes de production comme Troïtsk et la présence de l'aéroport de Vnukovo, est plutôt caractérisée par une grande qualité géographique et la présence massive d'espaces verts, forêts, où sont immergés des lotissements plus ou moins informels de dacha, donc ce sont les maisons secondaires, on pourrait le définir comme ça, depuis l'époque khrouchtchevienne. En confrontant les récits de ces deux acteurs, mais aussi les études des géographes et des politologues en Russie et aux États-Unis, nous nous apercevons qu'en réalité, l'enjeu du gouvernement russe est plutôt celui de créer une nouvelle capitale pour la Fédération de Russie, qui avait été imaginée précédemment dans le centre géographique de la Fédération, donc d'abord en Sibérie et ensuite puis dans l'Ural, et ensuite imaginée en extension de la ville de Moscou. Ce phénomène inhabituel dans l'urbanisme contemporain nous rappelle à la fois, dans les logiques et dans l'appellation, l'exemple du début du XXe siècle de Old Delhi et de New Delhi. Ainsi, donc, dans les entretiens en anglais, les acteurs russes appellent respectivement le centre urbain de Old Moscow et l'extension de New Moscow. Mais à quoi bon créer une nouvelle capitale fédérale et surtout si proche de Moscou? Certaines études de politologie, notamment celle du géographe américain Robert Abergenbright, ont mis en évidence la théorie que la mise en place de ce système pourrait affaiblir le pouvoir du maire de Moscou en lui soustrayant les bénéfices obtenus par la présence des structures d'État dans la capitale moscovite, afin d'éviter les dérives contestées à l'administration de Yuri Lushkov, et qui vont conduire à sa démission en 2010. Outre la dimension politique, il demeure aussi une dimension géographique et pratique au choix de ce territoire de l'oblast de Moscou. La proximité avec les rayons ouest de l'agglomération, qui sont considérés les quartiers chics donc de l'agglomération de Moscou, où résident les plus éminents membres du gouvernement de l'époque, et notamment le président Dmitri Medvedev et son premier ministre, qui est aujourd'hui devenu le président Vladimir Poutine, dans sa résidence de Novo-Garyovo. Les problèmes dus à la circulation
et les embouteillages kilométriques sont en effet un des enjeux fondamentaux à résoudre à cette époque et deviendront l'une des thématiques structurantes de la consultation. L'arrivée de Sergueï Sobyanin à la mairie de Moscou sera un basculement significatif qui amènera vers la mise en place d'une consultation pour le Grand Moscou et pour les projets d'aménagement de l'extension sud-ouest. L'approche volontariste du nouveau maire et son alignement avec les politiques gouvernementales lui permettent de maintenir un contrôle sur le processus de la consultation et d'envisager l'annexion du territoire sud-ouest à la mairie de Moscou, qui est acté officiellement le 1er juillet 2012, en plein déroulement de la consultation, donc qui a duré entre février et septembre 2012. Si nous retournons maintenant au temps de la consultation, à la fin du second tour de la sélection des équipes candidates, le jury de la consultation décide de retenir 10 équipes, comme pour la consultation du Grand Palais. Parmi les équipes choisies, donc 4 équipes sur 10 étaient issues de la CIGP. Donc 3 françaises, Vilmot Grambach-Tchatchenko, donc toujours associée avec une agence russe, les ateliers Lyon et le bureau Astrojenka, l'AUC de Jamel Clouche et une italienne, le studio Secchi Vigano. Cela démontre à la fois la volonté d'instaurer une continuité avec la CIGP et l'entreprise que certaines équipes ont acquis sur le traitement de l'échelle métropolitaine après le travail sur la région parisienne. Les autres équipes arrivent d'horizons différents à la fois, donc la néerlandaise OMA, représentée principalement par Rainer de Graaf, l'américaine UDA, l'espagnol Ricardo Bofill et 3 équipes russes, Tchernikov, Snipach et l'Institut d'architecture de Moscou, qui est éliminé après la première phase de la consultation. L'Institut du Genplan décide de donner 9 mois pour l'étude, divisée en 3 phases successives, une analyse globale des enjeux et besoins de la métropole du futur, une vision à l'échelle urbaine de la liaison entre centre-ville et l'extension, et enfin une définition plus architecturale des aménagements dans le territoire de la Nouvelle Moscou. Donc là, la cité fédérale et d'autres parties. L'Institut a décidé d'organiser un séminaire à chaque mois, donc 3 par phase, dans lesquels les équipes présentaient leurs études devant le jury et une commission d'experts choisis ad hoc afin d'orienter au mieux les équipes dans leurs travaux. Du point de vue des moyens, les équipes étrangères étaient prises en charge pour le transport et le logement et il y avait une indemnité forfaitaire pour chacune des équipes de 250 000 €, un peu plus élevée que pour la consultation du Grand Palais. Après chaque présentation, le comité d'experts, avec des suggestions, des notes, une évaluation pour chaque équipe, en leur rappelant les objectifs de la consultation, ce procédé structuré sur les évaluations, les notes et les classements est apparu excessivement scolaire, voire fastidieux pour un certain nombre d'équipes, comme nous en témoigne Alexandra Goutinova de l'équipe Atelier Lyon Bureau Astrojenka. Pendant le déroulé de la consultation, surtout avec l'évolution des séminaires, la prise de conscience de la quasi-imposition du terrain d'études de la Nouvelle Moscou, qui arrive plus ou moins d'emblée sans être clair que ça soit imposé, et après, à partir de la phase 2, c'est clairement imposé. 2 factions se créent entre les équipes. D'un côté, nous trouvons, et j'en prends ici les mots donc utilisés par les participants lors des entretiens, les bons élèves qui respectent les consignes des organisateurs et les objectifs dictés par le Genplan. De l'autre côté, les résistants qui revendiquent de ne pas limiter leur posture à un périmètre d'études, mais d'appréhender la métropole de façon globale. Par souci de temps dans cette intervention, je vais présenter seulement une sélection récente des équipes sans rien enlever à l'intérêt du travail des autres, bien évidemment. L'équipe qui a le moins suivi les consignes des organisateurs et qui a poursuivi le plus sa vision sur la métropole moscovite est sans doute la néerlandaise OMA, dirigée à cette occasion par l'urbaniste Rainer de Graaf. En partant de 2 postulats de départ,
Donc, le premier, que la métropole doit se développer uniformément en dehors des limites administratives de Moscou autour des aéroports, les nouvelles portes d'échanges internationaux, et que le système périphérique radioconcentrique permettrait de désengorger le centre de Moscou des embouteillages, qui est l'une des principales problématiques de la capitale russe à ce moment. Même si cette idée peut paraître paradoxale et révéler plutôt de la vue de l'esprit, l'équipe engage une analyse socio-économique pertinente qui réfute l'idée de l'extension sud-ouest. Il ne s'agit pas ici d'une simple présentation du travail effectué, mais d'une vraie stratégie de communication qui est mise en place par Romain pour convaincre le jury avec des images captivantes et un discours bien structuré. Elle se révèle l'équipe la mieux classée dans les phases d'analyse, pourtant elle descendra progressivement dans le classement, dans les notes, des phases successives, car cette stratégie rentrait directement en conflit avec les problèmes de gouvernance entre la mairie de Moscou et l'oblast de Moscou. L'équipe studio Seki et Vigano s'adonne à l'étude du territoire moscovite avec des méthodes et le langage graphique déjà expérimenté lors de la consultation du Grand Paris. Préserver et mettre en valeur les espaces verts de l'extension de la Nouvelle Moscou devient l'enjeu principal de la présentation de cette équipe. La méthode du quadrillage ou de la grille adaptable est sculptée en négatif par les espaces ouverts, donc les grands parcs métropolitains, et la partie d'aménagement urbain vient faire la transition entre l'ancienne mairie et la nouvelle extension. La rencontre et le travail collectif entre les ateliers Lyon et le bureau Astojenka a été sur la base des affinités électives de deux chefs d'agence, donc Yves Lyon et Alexandre Skokan. Parmi les groupes résistants aux consignes strictes des organisateurs de la consultation, comme les deux précédents d'ailleurs, cette équipe refuse d'étudier le terrain de l'extension sud-ouest et préfère montrer le potentiel de développement et de mutation de la Moscou actuelle. Le leitmotiv est de construire la ville sur la ville en réfléchissant aux nombreux sites de projets que l'aménagement des berges de la Moskova pourrait engendrer. En analogie avec la technique employée lors de la CIGP, l'utilisation d'images avant-après permet à l'équipe de montrer avec efficacité des scénarios possibles et concrets afin de charmer les investisseurs. Parmi les bons élèves, l'équipe Vilmot-Grambach-Tchatchenko est l'équipe qui reçoit le prix final de la consultation. Elle structure son projet métropolitain sur l'idée d'une métropole linéaire, comme l'équipe Grambach l'avait fait déjà pour la CIGP dans sa proposition qui s'appelait Seine Métropole. Fidèle aux consignes données par les organisateurs, il ne structure pas le développement métropolitain le long du parcours de la Moskova, comme il serait logique au vu des études et du discours présentés lors de la CIGP, mais en orthogonalité au fleuve, suivant une trame verte qui structure le centre du territoire de l'extension et qui est poursuivie dans le centre de Moscou. Il est intéressant de remarquer comme cette équipe propose un concept porté pendant la CIGP par l'équipe dirigée par Christian de Potsdam-Park, donc recouvrir les voies ferrées afin de retisser, de transformer les quartiers de gare. Avec la technique avant-après, donc introduite dans cette consultation par le biais d'Yves Lyon, ça, c'était pour montrer les quartiers de gare, excusez-moi, je n'ai pas passé, donc la transformation entre le tissu découpé par les rails et le tissu recomposé par les nouveaux aménagements. Cette équipe montre, avec la technique de l'avant-après introduite dans cette consultation par le biais d'Yves Lyon, cette équipe montre une métropole qui nécessite de se végétaliser davantage en exploitant les cicatrices urbaines pour donner une nouvelle dynamique d'ensemble
au quartier. Donc ici, dans un endroit célèbre sur les berges de la Moskova, entre les berges de la Moskova et les murs du Kremlin. L'équipe américaine UDA reçoit également un prix pour l'aménagement sensible du territoire de la Nouvelle Moscou. Elle présente une succession d'aquarelles d'ambiance pour faire plonger le spectateur dans un environnement poétique d'une métropole construite en équilibre avec la forêt qui l'entoure. Si cette mixité entre le bâti et le végétal semble bien s'harmoniser dans les perspectives produites, les plans et les vues en vol d'oiseau proposés suggèrent toutefois une continuité bâtie et un impact paysager considérable au vu de la nature du territoire à présent. Pour l'Institut du Genplan de Moscou, l'organisation de la consultation avec les 10 équipes pluridisciplinaires est considérée comme un succès. La consultation est devenue très populaire à Moscou. La population allait suivre les débats et à la fin, il y a eu une grande exposition à l'Institut. Ainsi, nous avons pu comprendre qu'au fur et à mesure du déroulement de la consultation, l'extension de la Nouvelle Moscou a paru moins prioritaire pour plusieurs raisons. Les équipes faisaient des propositions non seulement sur l'extension, mais sur le reste de la ville, tout en répondant au cahier des charges. Elles ressortaient des thématiques intéressantes et le travail sur l'extension qui était central à l'origine s'affaiblissait. En revanche, un certain nombre d'équipes, comme Grambach et Udier, sont allées assez loin dans les études d'aménagement de cette extension, mais beaucoup d'autres ont mis l'accent sur le potentiel de la ville existante et sa transformation sur elle-même, qui s'est montée de plus en plus en puissance pendant que les projets se développaient. Qu'advient-il alors du territoire de la Nouvelle Moscou dans l'après-consultation? L'Institut du Genplan donc, esquisse alors une synthèse de la démarche globale de la CIGM dans la publication Concept de développement de l'agglomération de Moscou de 2013, que je vous montre, la publication que je vous montre ici. En outre de présenter chaque proposition de manière monographique et détaillée, à la fin de l'ouvrage, ils esquissent un document de synthèse qui est censé devenir le concept pour le développement d'une métropole future. En effet, au lieu de constituer un atelier comme celui qui avait été constitué pour le Grand Paris, la IGP, l'Institut décide ici d'aller vite, même très vite, en constituant une sorte de stratification thématique de toutes les propositions des équipes, en réduisant l'intervention de chaque équipe à une seule thématique, dans certains cas donc structurante du propos, dans d'autres cas assez forcée. Ils arrivent à fabriquer donc une image d'une qualité graphique et une esthétique certaine, mais qui ne peut pas fonctionner en guise de direction ou encore moins de master plan pour le développement du Grand Moscou. Par la suite, l'Institut se consacrera à la mise en conformité du schéma directeur pour le territoire de la Nouvelle Moscou, qui sera traité avec les mêmes approches thématiques et dispositions que le plan de 2010 pour la ville de Moscou que je vous ai montré tout à l'heure. Nous pouvons remarquer qu'à la différence du territoire du centre-ville, le plan d'occupation des sols de 2014 est considérablement moins construit que la plupart des trams et que la plupart des trams vertes sont préservées. Le plan de synthèse à l'échelle régionale, donc sur la direction d'Oleg Baïevski, qui vient modifier les deux plans précédents, mais en synergie les deux approches et poursuit l'idée d'une densification et aménagement progressif de l'extension tout en préservant les espaces verts. L'extension du réseau de transport est prévue désormais à un horizon temporel de 2035. À partir de 2012, la collaboration entre les différents services de la mairie de Moscou, et en particulier entre l'adjoint Marat Kouchnoulin et l'architecte en chef Sergei Kuznetsov, sera profitable pour la mise en place d'un certain nombre de concours à plus petite échelle qui participeront à la transformation de la métropole contemporaine. Sur le site internet de l'Art Council of Moscow,
nous pouvons trouver une rétrospective de tous les concours qui ont eu lieu à Moscou à partir de 2013. Parmi ces concours, nous pouvons trouver celui du Zariadi Park, à côté donc, de la place Rouge, gagné par l'agence américaine d'Iles Cofidieu, les paysagistes Renfro. Cette opération, comme le réaménagement du Gorky Park, peuvent être considérées comme les définitions de la consultation qui a mis l'accent sur l'importance des espaces verts dans le tissu métropolitain. L'importance de l'étude menée au sein de la CIGM par les ateliers Lyon et le bureau Astojenka sur l'aménagement des berges de la Moskova donnera lieu à une consultation spécifique qui sera lancée en 2014 par l'Arc-en-Ciel, mais qui sera finalement gagnée par une autre agence, malheureusement. C'est l'agence russe Meganom. Ce n'est pas Astojenka et les ateliers Lyon qui sont chargés du projet, malgré le fait qu'ils aient lancé vraiment l'idée. Le Moscow Urban Forum de 2015 sera également un moment médiatique important pour saisir l'image que la mairie souhaite donner de la capitale moscovite. Nous pouvons remarquer que les images qui sont associées au renouveau de Moscou sont surtout liées au building de la Moskova City et à la volonté politique de l'aménagement des berges de la Moskova. Et les territoires de la Nouvelle Moscou, en tout cela, comment est-il présenté et quelles stratégies d'aménagement sont-elles envisagées? Sur les publications du forum, ce territoire semble toujours le grand absent et réduit à la question de ses limites avec le périmètre de l'ancienne Moscou, on voit ici donc la rocade MCAD, et à l'extension des transports en commun pour le rendre habitable. Pourquoi donc tant d'empressement pour annexer ce territoire à la mairie de Moscou si le gouvernement de la ville finalement peine à aménager vu les investissements colossaux qu'il demande? L'incidence de la crise économique a été sans doute un facteur notable pour le financement d'un projet qui se préconisait pharaonique. Mais pourtant, l'économie de la construction et de l'aménagement à l'intérieur de l'ancienne Moscou n'ont pas cessé de s'accroître et dans les dernières années, avec l'extension du métro, les autoroutes construites et le réaménagement d'environ 5000 bâtiments de logement de l'époque khrouchtchevienne qu'on surnomme le Khrouchtchevski. Qu'en est-il donc de l'idée de la Novaya Moskva dans l'étude de Konstantin Aksentiev de 2013, une hypothèse semble se frayer. Entre 2011 et 2013, donc, la plupart des grands groupes de real estate agencies qui opèrent et qui construisent infrastructures et logements dans la métropole moscovite possèdent des milliers d'hectares de terrain dans le territoire sud-ouest de l'oblast. Si on les additionne tous, on arrive quasiment à un tiers de la superficie. Est-ce qu'une tendance à l'achat de terrain due à la prévision d'annexion à la mairie de Moscou qui fera inévitablement grimper les prix du foncier? Est-ce que c'est un investissement pour le futur, dans 30 ou 40 ans, quand le marché des transformations urbaines de Moscou sera saturé sur la superficie de l'ancienne Moscou? Les grandes transformations envisagées pour la nouvelle Moscou, donc comme la cité fédérale, imposée à l'étude pour les équipes participantes à la consultation, pour l'heure, demeure encore seulement du registre de l'intention. Cela nous rappelle avec évidence l'axe de l'expansion sud-ouest envisagé par le plan général de Moscou de 1935 et sa volonté de donner une direction à l'avenir métropolitain, une perspective géographique vers un territoire plus sain, donc plein d'espaces verts, et à la fois une inscription dans les recherches et sur les villes linéaires de l'urbanisme soviétique. Cela nous permet également un rapprochement parisien avec l'axe d'expansion est-ouest de Paris, préconisé par Louis XIV, qui devient un axe symbolique par l'identification avec le cheminement du soleil.
Si l'on devait raconter le territoire de la Nouvelle Moscou actuelle, nous pourrions la décrire majoritairement par ses structures végétales, son hydrographie, la morphologie de son territoire et l'insertion diffuse de ses dachas sur l'ensemble du territoire. Quel sera leur avenir dans les prochaines années? Seront-elles remplacées par des opérations de spéculation immobilière, de logements convenablement incrustés dans des espaces verts maîtrisés? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alessandro, pour cette présentation synthétique, mais vraiment brillante et très, très bien illustrée, qui donne à voir un sujet très, très récent, mais aussi un sujet très compliqué. Je pense qu'on a tous beaucoup appris en t'écoutant. Donc, peut-être pour ouvrir un peu l'échange avec les personnes qui suivent en fait ce déjeuner. Bon, d'abord, évidemment, il y a beaucoup d'échos historiques à ta présentation, quoi, et tu l'as rappelé en conclusion en remontant dans le temps jusqu'aux années 30. Comment ne pas évoquer Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire tu parlais de Louis XIV. Bon, c'est sûr que la Russie n'en est pas à ses origines pour en fait inventer une nouvelle capitale. Si on reprend la thématique d'une nouvelle Moscou, d'une ville nouvelle, et puis cette tension qu'on a bien vue tout au long de cette consultation internationale entre un plan polycentrique de ville nouvelle et puis une extension plus ciblée, on est obligé peut-être de repasser par l'analyse que proposait Rosemary Wakeman il y a quelques années sur le mouvement international des villes nouvelles, pour considérer que finalement il y a eu un moment ville nouvelle mondiale dans les années 1950 avec les Newtons britanniques, avec également des projets comme Brasilia, comme Chandigarh, et puis que ce mouvement, après être passé par la France et puis la Hollande, l'Europe du Nord, s'était un peu affaissé pour renaître au début du XXIe siècle, en particulier en Asie et en Asie du Sud-Est. Donc, l'une des questions qui se pose, et ce sera la première que je te pose, pour rebondir un peu sur ce que disait Nathalie sur les consultations contemporaines, c'est des consultations post-Kyoto. C'est-à-dire que c'est des consultations pour lesquelles les problématiques environnementales sont beaucoup plus présentes que ce qu'elles étaient dans les années 50 ou 60 du XXe siècle. Donc, on a bien vu à travers les questions paysagères comment ça apparaissait. Est-ce que finalement, ce sont les architectes des consultés qui apportent cet enjeu-là, ou est-ce que finalement elle est déjà aussi portée par le gouvernement fédéral et par la ville de Moscou? Ça sera la première question. La deuxième question, c'est qu'il existe un mouvement international pour les villes nouvelles, une association internationale qui a été créée par la France et par l'Angleterre en 1975, qui siège aujourd'hui à Almer, dans la banlieue d'Amsterdam. Est-ce que cette association internationale des villes nouvelles a été à un moment donné associée? Est-ce qu'il y a eu finalement du côté des gens qui réfléchissent depuis plus d'un demi-siècle sur les villes nouvelles, je pense par exemple aux ateliers de Cergy, est-ce qu'ils ont été à un moment donné associés ou pas, ou est-ce que tu les as pas vus apparaître? La troisième question que je voulais poser, c'est sur le rapport à la verticalisation. J'étais surpris à la fin des images que tu montrais de voir le nombre de tours augmenter. Et donc, est-ce que finalement cette problématique de la densification, qui est aujourd'hui centrale pour le Grand Paris, est-ce que c'est aussi quelque chose qui a été accéléré au moment de la consultation internationale de Moscou? Et puis la dernière question que je voulais poser, elle est plus en rapport avec le projet Archival City. C'est ce que tu as fait finalement dans ce post-doctorat et que tu viens de présenter de manière remarquable ici, c'est commencer à documenter quelque chose d'important et on voit bien tous les sentiers de dépendance, toutes les pistes pour le futur de Moscou que tu as ouvert ici. Finalement, est-ce que pour toi, ce type de consultation est aussi neuf? Parce que tu as dit c'est un nouveau modèle de consultation. Moi, ça m'a fait vraiment penser quand même à ces concours d'appel d'idées de la fin des années 60, alors qui n'étaient pas forcément à l'échelle métropolitaine, mais qui étaient à l'échelle de grands équipements qui ont beaucoup servi pour les villes nouvelles ou pour le développement universitaire de la région parisienne. Donc, cette idée, en fait, qu'on consultait pour ramasser des idées, pour aller un peu plus loin, pour associer les architectes et les urbanistes à la réflexion des aménageurs et des politiques. Est-ce que donc, pour toi, il y a une continuité? Est-ce qu'on pourrait constituer des corpus de longue durée, ou est-ce que vraiment ce corpus-là, il est pour toi spécifique? Voilà, donc quelques questions pour ouvrir les échanges. Merci encore.
Merci, cher Loïc, pour ces questions très riche. Je vais essayer de répondre de manière exhaustive à toutes. Donc, pour ce qui concerne les préoccupations du développement durable et surtout le post-Kyoto, ce sont pour la plupart des enjeux, on va dire pour les enjeux vraiment principalement et philosophiquement structurants, sont amenés sans doute par le biais de la CIGP, dans le sens par les études qui ont été faites, par les équipes qui ont été sélectionnées et aussi par la consultation des acteurs français qui sont sollicités. Notamment, dans son entretien, Bertrand Lemoine m'a parlé de l'organisation du voyage à Paris, dans le Grand Paris du maire de Moscou, Sergei Sobyanin, juste avant le lancement de la consultation. Donc, si je ne me trompe pas, c'est en juillet ou septembre 2011, qui a visité, qui a voulu voir vraiment les terrains d'innovation et de voir concrètement les lieux de développement et les fruits de la consultation avant de donner, entre guillemets, son aval ou son inscription pour la lancer, même si c'est après l'Institut du Gain-Plan qu'il a dirigé. Il y a quand même, évidemment, la mairie de Moscou qui est vraiment derrière toute la consultation. Donc, les préoccupations, on va dire, environnementales post-Kyoto pour le gouvernement ou la mairie concernent plutôt l'importance, les nouveaux, comment dire, s'inscrire dans un territoire sain, un peu comme l'idée que nous avait montré Elisabeth Essayant pour le plan de Moscou de 1935. Et ça a développé, ça a changé. Je l'ai montré un peu à la fin de mon intervention, comment dans les urban forums et dans la dynamique actuelle, ces préoccupations sont venues vraiment s'enraciner et devenir aussi des propositions faites à la fois par l'Arc-en-Ciel, donc c'est le bureau de l'architecte en chef, le nouveau bureau de l'architecte en chef, et également certaines propositions faites pour le gouvernement. Donc, pour la deuxième question sur l'Association internationale des villes nouvelles, je ne crois pas je ne l'ai pas trouvé au moins dans mes recherches, ils n'ont pas été associés. L'idée là, c'est vraiment de ce grand conflit de gouvernance en fait qu'il y a et la peur de retomber dans les travers de l'administration Louchkov, à un moment dans lequel le maire, il était surnommé le tsar, qui avait un maire tout puissant, qui avait tous les pouvoirs, même auquel le gouvernement ne pouvait pas contrer, jusqu'au moment où il a été forcé aux démissions. Donc, déjà, Sobyanin, c'est quelqu'un de l'entourage de Medvedev et de Poutine. C'est quelqu'un qui a travaillé précédemment dans les équipes. Donc, c'est un homme déjà plus encadré, on va dire, que le Yuri Louchkov, le maire précédent. Et donc, l'idée est celle d'empêcher dans le futur, on va séparer Moscou, le centre historique, le centre-ville, de la capitale fédérale pour ne pas retomber dans ça. Et donc, finalement, au début, dans les années début des années 2000, l'idée, c'est celle de déplacer, de faire vraiment une nouvelle ville complètement dans le centre géographique et ensuite en extension de la mairie de Moscou pour les différentes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, voilà, c'est plutôt ces aspects-là. Pour la question de la verticalisation, donc, il y a une concentration de la verticalisation de Moscou autour de la City, c'est-à-dire de Moscova City. Il n'y a pas une verticalisation généralisée au-delà des 7 sœurs, des bâtiments célèbres de l'époque stalinienne. Il n'y a pas une verticalisation généralisée. Il y a l'idée d'une densification. Peut-être qu'on verra les résultats dans les prochaines années, où il y a une partie aussi d'espaces verticaux, mais on va dire que le terrain
déjà n'est pas le même. La mairie de Moscou fait environ 100 000 hectares, le périmètre ancien, et avec la nouvelle extension, elle touche quasiment les 250 000 hectares. Donc voilà, le problème de la place et de la densification est, on va dire, relatif. C'est plutôt le problème de l'exploitation du foncier qui nous avait montré, vous pourrez aussi le regarder prochainement dans le séminaire par Aurore Chéniaud, qui est une juriste et qui a très bien mis ça en valeur, voilà, tous ces problématiques de la question de l'exploitation du foncier dans le Moscou contemporain. Donc, la question après de l'exploitation des corpus, de la continuité, pour moi, c'est à la fois sans doute dans une continuité, donc je pense que oui, on peut exploiter des corpus et voir comment cela a évolué, comment cela a évolué pour les consultations entre les consultations d'idées et la consultation du Grand Paris. Je ne parle pas forcément de la consultation du Grand Moscou parce que la consultation du Grand Moscou, elle s'inscrit dans la continuité de la consultation du Grand Paris. La vraie innovation, pour moi, elle est faite dans la consultation du Grand Paris et c'est sans doute, à part celle que citait Nathalie, d'être vraiment au croisement entre les enjeux du développement durable et les questions d'aménagement urbain, qui est un grand point de nouveauté, mais aussi celle de réunir des équipes, des professionnels et des chercheurs qui travaillent ensemble et dont les professionnels voilà, s'alimentent à la fois de la recherche pour poser et asseoir leurs propositions, pas juste avec l'intention de faire du projet, mais l'idée de faire vraiment de la recherche pour faire avancer. Voilà, donc c'est un peu ça les points d'innovation dans ce cadre de la consultation du Grand Paris. La consultation du Grand Moscou, elle se saisit en partie de cette richesse, surtout pour ce qui concerne les 4 équipes internationales, donc les 4 équipes qui sont issues de la CIGP. Évidemment, il y a une continuité. Pour d'autres, beaucoup moins. C'est plutôt vraiment une proposition d'aménagement du territoire, de projet qui est présentée. Pas pour toutes, mais pour certaines, sans doute. Ok, merci beaucoup. Bon, il nous reste que quelques minutes, mais on a le temps de prendre une ou deux questions si vous le souhaitez. Peut-être, Alexandro, si tu peux arrêter ton partage d'écran pour qu'on puisse se voir les uns les autres. Qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole? Allez-y, c'est le moment. Nathalie, vas-y, oui. Oui, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais aussi signaler la présence d'Olga parmi nous, Olga Souslova, qui fait une thèse au LATS sur Saint-Pétersbourg. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de croiser les choses. Moi, je voulais, merci beaucoup déjà pour la présentation, surtout qu'on n'avait pas eu l'occasion d'entendre cela lors de la dernière journée Paris-Moscou, c'est encore d'autres choses. En fait, je pense que c'est intéressant aussi, donc, dans une perspective historienne, que tu puisses voilà, aussi inscrire ces travaux dans le cadre de la circulation en fait, des expertises. Exportation, importation, parce que là, on est vraiment dans une perspective transnationale, au sens où voilà, il y a des Français qui viennent sur le cas de Moscou, qui a une importation de consultation. Je renvoie aussi aux travaux alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais de Lucas Stanek sur l'exportation des expertises soviétiques en Afrique, dont d'ailleurs Jérôme Bazin fait un compte-rendu. Donc je trouve que ça s'inscrit aussi dans tout ce champ. Je vois, ça renvoie peut-être à ce que disait Loïc sur voilà, en quoi ça s'inscrit dans le cadre aussi des villes nouvelles ou dans des corpus déjà constitués. Et puis alors moi j'ai une préoccupation parce qu'en fait sur la consultation du Grand Paris, en fait elle a été interprétée de manière très différente selon les acteurs. Il y a une sorte d'alignement d'intérêts à un moment qui permet à un métro notamment de sortir, sachant qu'il est déjà dans les cartons bien avant et que finalement la consultation était un prétexte pour certains, voilà, pour faire venir là. Et en t'écoutant, parfois on sent qu'il y a aussi des intérêts importants
qui font que la consultation est une sorte de scène, de prétexte pour certains, pour faire advenir des projets. Donc ça, on le voit a posteriori, on le voit un peu plus loin, ou on ne le voit pas. Mais je voulais savoir comment tu voulais analyser finalement les intérêts cachés d'une consultation. Et puis aussi, finalement, les architectes français qui viennent à la consultation, comment ça se passe en fait, comment sont-ils introduits alors j'ai peut-être manqué un épisode, et puis surtout qu'est-ce qu'ils font après, parce qu'évidemment eux aussi ont des intérêts à construire, des intérêts bienvenus, hein, c'est pas... Voilà, donc c'était un petit peu cette question des intérêts, je sais pas, derrière la consultation qui est avant tout une sorte de prétexte, de scène qui peut aussi faire avancer des choses, bien sûr. Merci Nathalie pour cette question très, très, très intéressante. Donc, pour ce qui concerne les intérêts entre guillemets, du gouvernement, de la mairie, etc., il y a au début, sans doute, l'idée d'aménager ce territoire, une partie du territoire, et donc récolter une partie également des impôts. La loi venait de changer et donc une partie du foncier de la mairie venait d'être taxée d'une manière différente par rapport à auparavant. Donc, il y a sans doute cet intérêt-là qui est caché derrière. Comme je montrais dans la conclusion, il y a une étude qui montre qu'il y a une sorte de course à l'achat par les grands groupes de promoteurs immobiliers qui achètent massivement ces terrains qui sont en réalité soit des champs, soit des lotissements de dacha insérés dans les forêts, etc. Donc, il court vraiment à l'achat à quasiment rien pour des terrains qui ont quasiment le prix a augmenté de 5 fois entre l'annexion et avant l'annexion et après l'annexion. Donc, voilà, il y a cet intérêt important. Ensuite, on a, je pense qu'il y avait également l'intérêt de montrer comment, de contrôler la situation de la mairie, de contrôler le maire, comme je l'ai montré tout à l'heure. Simplement, ça n'a plus été une urgence dans l'après-consultation. Ils se sont rendus compte, en fait, que les prix, et surtout Marat Kouchnoulin, s'est rendu compte que l'aménagement de ces territoires il était moins faisable que ce qui avait été prévu en amont de la consultation ou en amont de l'annexion. Donc, je pense que l'intérêt premier, comme j'ai dit, c'est la spéculation immobilière. Le deuxième est donc récupérer les taxes et les impôts du foncier. Ensuite, celle d'aménager d'aménager le territoire. Pour ce qui concerne donc la mise en contact et l'introduction des Français, c'est à travers l'ambassade de France à Moscou, qui est très proactive, qui met en contact donc les institutions russes, entre les institutionnels et celles qui concernent le monde de la construction, avec l'AIGP principalement. Et donc, les agences participent à la Biennale d'architecture présente. Donc, la consultation du Grand Paris elle est mise en exergue, le travail de l'AIGP est mis en exergue. Il y a un certain nombre d'équipes qui vont à Moscou pour présenter leurs travaux, à la Biennale. Et voilà. Après, à côté de cela, il faut dire aussi qu'il y a certaines agences françaises qui sont déjà très bien installées en Russie, qui construisent déjà. Donc, par exemple, la participation de Villemot n'est pas anodine dans tout cela. Il a déjà largement construit, soit pour des particuliers, soit
voilà, des quartiers, etc., des projets d'aménagement. Donc, je répète, l'ambassade de France à Moscou est vraiment très proactive dans ça. Ça a été témoigné. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble. Bien, oui. Merci beaucoup, Alessandro, pour ces réponses très complètes, très précises. Bon, du coup, on a un petit peu débordé. Je pense qu'il va falloir qu'on envisage d'arrêter parce que je ne veux pas non plus trop dépasser. Vous avez aussi les uns les autres d'autres choses à faire. Si vous avez envie de prolonger la discussion, donc ça a été rappelé à plusieurs reprises, le site Inventer le Grand Paris propose énormément de contenu, notamment sur cette question des rapports entre Paris et Moscou. Vous pouvez bien entendu recontacter Alessandro Panzeri ou Nathalie Roseau, Frédéric Pouzin qui anime le groupe Inventer le Grand Paris ou moi-même si vous souhaitez prolonger cette discussion. Donc merci à Alessandro Panzeri, merci à Nathalie Roseau d'avoir accepté d'organiser ce déjeuner qui est donc enregistré et qui sera mis en ligne très très prochainement. Donc le prochain déjeuner aura lieu le 25 novembre prochain. C'est le groupe Production Urbaine et Marché qui le propose avec une jeune chercheuse qui s'appelle Marie Bigorgne qui a été doctorante du LABEX Futur Urbain. Donc merci à tous et à toutes de votre présence et puis donc à très bientôt. Bon après-midi. Merci, cher Loïc. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.